pense que si on avait une immigration un petit peu plus modérée d'un point de vue quantitatif, on aiderait les gens à s'intégrer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des immigrés maintenant qui viennent en France. Ils sont obligés d'aller tout de suite dans des cités, bien évidemment, pour trouver un logement. Et en fait, ils viennent dans un endroit où l'ordre culturel dominant est déjà le même que dans leur pays. Je pense notamment, par exemple, aux musulmans. Ouais, mais vous êtes un sacré iconoclaste, vous, parce que vous appelez Majid Oukacha, vous êtes petit-fils d'immigrés d'où, de quel Algérie, d'Algérie, voilà. Vous dites, je suis plus musulman, et vous dites, il faudrait limiter les flux migratoires. J'en vois rarement des gens qui ont cette trajectoire-là et cette réflexion-là. C'est plutôt inhabituel. C'est possible, mais moi je pense que tant d'un point de vue économique que d'un point de vue culturel, la question se pose. Et j'estime effectivement que pour le bien des pays de départ, voilà, je pense que ce serait bien si effectivement c'était pas des pays fuis sans cesse. Oui. Donc voilà, l'Union européenne fait 4 millions de kilomètres carrés et l'Afrique et le Moyen-Orient pratiquement 10 fois plus. Je vois pas pourquoi le destin de nos champs civilisationnels serait d'accueillir sans cesse des immigrations toujours plus massives et de vider la bombe démographique de leur pays. À un moment donné, si on veut vider de leur pays, de leur jeunesse, de leur dissidence politique et de leur cerveau, de leurs universitaires, leurs pays ne s'amélioreront jamais et les problèmes ne se fuient pas éternellement. En France, on est un pays de révolution, on a fait la révolution. Si on veut qu'ils fassent leur révolution chez eux, à un moment donné, c'est con à dire et c'est un peu peut-être provoquant ce que je vais dire, mais si les migrants même tout court, n'avaient pas le choix et ne pouvaient pas fuir nulle part ailleurs, en fait, ils seraient obligés de rester chez eux, du coup, ils seraient obligés de faire la révolution. Et tant qu'on leur donne la possibilité de fuir, la diplomatie mélenchonienne qui consiste à dire t'es pas bien quelque part, bah va ailleurs, on n'arrive jamais à améliorer les pays de départ. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour, alors je voudrais juste préciser quand même, pour avoir été député socialiste, que moi j'habite à 100 mètres de la porte d'Orléans. D'accord, voilà. D'accord. Mais à l'intérieur du périph' ou à l'extérieur du périph'? J'ai été élu dans ma circonscription. Dans l'intérieur du périph'. Oui, bien sûr, puisque vous êtes ancien maire du 14e arrondissement de Paris, ancien député socialiste. Vous n'êtes plus socialiste, vous avez suivi Benoît Hamon dans son parti qui s'appelle Génération. Tout à fait, monsieur Brunet, Génération.S. Vous voyez que je suis les choses, hein. Bon, et puis à côté de vous, face à vous, Majid Oukacha. Bonjour Majid. Bonjour. Vous avez quel âge vous? 31 ans. Je vous ai repéré parce que vous êtes essayiste, blogueur. Voilà, vous êtes un Français issu de l'immigration. Vous aimez bien cette formulation français, ça vous va ça? Oui, même si elle est un peu ambiguë. Par exemple, je suis né en France, je suis issu de l'immigration de par le fait que mes grands-parents et parents sont venus en France. Ouais. Donc, il faudrait pas qu'on ait l'impression qu'à un moment donné, je sois venu de l'extérieur. Donc. Et vous avez publié un jour, il est une fois FOI, il est une fois l'islam. Il était une fois l'islam. Oui, voilà, il était une fois l'islam. Oui, c'est un livre critique vis-à-vis de mon ancienne religion, l'islam. Voilà, je fais un état des lieux essentiellement théologique, mais je parle aussi un peu de politique et de sociologie, puisque la religion c'est un sujet voilà qui est en vogue. C'est-à-dire que vous, Majid Oukacha, vous n'êtes plus musulman, vous avez dit mon ancienne religion. Oui, voilà, depuis un peu plus de 10 ans, je ne suis plus musulman maintenant. D'accord. Je vous pose la question à l'un et l'autre, comment votez-vous quand je dis que les premières victimes des politiques migratoires sont les habitants des banlieues? Majid Oukacha pour commencer, et les immigrés eux-mêmes. Les habitants des banlieues ne sont pas forcément des immigrés, mais les immigrés eux-mêmes. D'accord avec ça ou pas? Plutôt d'accord, même si je pense que ça dépend des pays, ça dépend des besoins. Pour moi, l'immigration, il y a deux... je parle de la France, là, hein. Oui, bien sûr, mais pour le cas français, en tout cas, je pense qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Mais d'un point de vue quantitatif, je pense qu'il y a trop d'immigration en France. Il y a 3 types d'immigration. Il y a l'immigration d'ordre économique, le regroupement familial et l'asile. Je pense qu'il y en a un petit peu trop. Et je pense qu'au-delà des chiffres et des aspects quantitatifs, donc économiques, je crois qu'il y a aussi un problème d'ordre culturel et civilisationnel qui se pose de plus en plus. Quel type d'immigration? Il y a des immigrations en France vis-à-vis desquelles personne ne se pose la question de leur intégration. Par exemple, les immigrations issues de l'ex-Indochine, peut-être parce que il y a moins de problèmes qui sont posés contrairement à d'autres immigrations. Vous avez grandi en banlieue, vous? Non, j'ai grandi, mais j'ai quand même grandi dans un quartier avec pas mal d'immigration, entouré de jeunes d'origine maghrébine comme moi, issus de l'immigration. Est-ce que vous souffrez de ce syndrome qu'on appelle le syndrome du dernier qui ferme la porte, quoi? En gros, les derniers immigrés arrivés veulent s'intégrer, donc ils disent maintenant, faut arrêter l'immigration. Est-ce que c'est votre pathologie, Majid Oukacha? Un petit peu, et en même temps, j'ai l'impression que l'immigration, elle ne fait que croître en France, si bien qu'en fait, j'ai l'impression que toute personne issue de l'immigration, même née en France, est vue un peu comme une espèce d'éternel immigré.
s'intégrer pour beaucoup dans beaucoup de situations. Et c'est vrai que je pense que si on avait une immigration un petit peu plus modérée d'un point de vue quantitatif, on aiderait les gens à s'intégrer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des immigrés maintenant qui viennent en France. Ils sont obligés d'aller tout de suite dans des cités, bien évidemment, pour trouver un logement. Et en fait, ils viennent dans un endroit où l'ordre culturel dominant est déjà le même que dans leur pays. Je pense notamment, par exemple, aux musulmans. Ouais, mais vous êtes un sacré iconoclaste, parce que vous appelez Majid ou Kacha, vous êtes petit-fils d'immigrés d'où, de quel d'Algérie, voilà. Vous dites, je suis plus musulman, et vous dites, il faudrait limiter les flux migratoires. J'en vois rarement des gens qui ont cette trajectoire-là et cette réflexion-là. C'est plutôt inhabituel. C'est possible, mais moi je pense que tant d'un point de vue économique que d'un point de vue culturel, la question se pose. Et j'estime effectivement que pour le bien des pays de départ, voilà, je pense que ce serait bien si effectivement c'était pas des pays fuis sans cesse. Oui. Donc voilà, l'Union européenne fait 4 millions de kilomètres carrés et l'Afrique et le Moyen-Orient pratiquement 10 fois plus. Je vois pas pourquoi le destin de nos champs civilisationnels serait d'accueillir sans cesse des immigrations toujours plus massives et de vider la bombe démographique de leur pays. À un moment donné, si on veut vider de leur pays, de leur jeunesse, de leur dissidence politique et de leur cerveau, de leurs universitaires, leurs pays ne s'amélioreront jamais et les problèmes ne se fuient pas éternellement. En France, on est un pays de révolution, on a fait la révolution. Si on veut qu'ils fassent leur révolution chez eux, à un moment donné, c'est con à dire et c'est un peu peut-être provoquant ce que je vais dire, mais si les migrants même tout court n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas fuir nulle part ailleurs, en fait, ils seraient obligés de rester chez eux, du coup, ils seraient obligés de faire la révolution. Et tant qu'on leur donne la possibilité de fuir, la diplomatie mélenchonienne qui consiste à dire t'es pas bien quelque part, bah va ailleurs, on n'arrive jamais à améliorer les pays de départ. Pascal Cherki, les premières victimes des politiques migratoires ratées, des politiques migratoires au sens large, sont les habitants des banlieues et les immigrés eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je suis pas d'accord avec le terme politique migratoire, ou alors faut le définir. Moi, je pense que la question, elle est d'abord sociale, et c'est l'impact de la crise qui a produit un phénomène de ghettoisation dans des populations qui ont été durement frappées. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et vous avez eu raison de rappeler les chiffres. Il y a quand même une grande stabilité du pourcentage d'étrangers dans la société française depuis les années 30. Le nombre n'a pas tellement augmenté. Et je tiens à le dire, la France n'est pas un pays qui a ouvert les vannes de l'immigration. Et on a un même nombre d'étrangers. Et par contre, on a une machine à intégrer qui est quand même formidable. Même s'il y a des ratés. Pourquoi je dis ça? D'ailleurs, monsieur, vous en êtes la preuve. Et moi, je crois que l'intégration, ça marche, y compris quand il y a des personnes dont les grands-parents sont venus et qui aujourd'hui tiennent des propos qui sont sur un flanc droit de la vie politique. Et je trouve ça très bien que finalement, ça corresponde à la pluralité. La marque de la réussite de l'intégration, c'est de devenir électeur de droite. Non, c'est le droit. C'est Pascal Cherki qui le dit. Non, c'est pas ça, monsieur Brunet. T'es inséré et t'es intégré quand tu votes à droite. Ça prouve que que la machine d'intégration marche. C'est le droit à la ressemblance. Et moi, je fais toujours un parallèle par rapport aux États-Unis. Je pense que la France et les États-Unis se ressemblent avec quelques différences. Ce sont deux nations qui ont la même conception de la nation, c'est-à-dire pas une logique de sang identitaire, mais une construction politique future, contrat républicain français, contrat républicain américain, où vous avez eu à la fois des mouvements profonds pour l'égalité. Alors aux États-Unis, on se rappelle de Martin Luther King, qui ont à un moment donné eu des avancées importantes sur la déségrégation, qu'on connaît aussi des avancées sociales importantes sur les politiques d'affirmative action, et puis à un moment donné, alors aux États-Unis c'était lié au fait qu'ils pouvaient pas financer la guerre du Vietnam et les politiques sociales, il y a eu rupture du contrat finalement. Mais ces politiques, elles ont provoqué des réussites. Si on a une Condoleezza Rice, si on a eu un Barack Obama, si on a eu un Colin Powell, si on a dans l'entrepreneuriat tout Pascal ça. Cherki. Attendez, je veux dire par là, monsieur Brunet, c'est que ces politiques ont permis l'émergence d'une classe moyenne qui a fait des enfants et qui a permis d'eux. Et à l'autre bout de la chaîne, comme vous avez une crise, comme vous avez eu à partir des années 80 avec les politiques néolibérales de Reagan, rétractation du périmètre de l'intervention publique, vous avez eu constitution du ghetto, des trafics, des gangs et des identités de consolation. En France, c'est pareil. Je veux dire, on a eu des politiques qui ont été des politiques d'intégration sociale, qui ont permis l'émergence d'une classe moyenne. On les voit arriver maintenant dans l'entrepreneuriat, le sport, des jeunes, des Français. Dans la politique, le plafond de verre est pas encore brisé, même si, je dois le dire, comme ancien socialiste, Macron, avec les nouveaux députés, a contribué un peu à le briser, un peu plus qu'avant. Et vous avez eu aussi, de par l'effet de la crise économique, l'affaiblissement de l'État, le retrait de la puissance publique, les collectivités locales sous pression budgétaire, et finalement, et le chômage de masse, vous avez aussi des phénomènes de ghetto, de trafic, de gangs et d'identité de consolation. Donc, je dis cela parce que, pour moi, la question n'est pas ethnique et culturelle.
elle est d'abord et avant tout sociale. Quand vous êtes dans une société du plein emploi avec une dynamique d'égalité, finalement, vous ne vous posez pas les problèmes de la même manière. C'est quand vous êtes dans une période de crise où il faut faire des choix, qu'à ce moment-là, la tentation du bouc émissaire arrive, qu'à ce moment-là, on assigne une partie des populations dans une identité factice. Et moi, je trouve, et je terminerai par là, Monsieur Brunet, pour pas être trop long, que on est dans un régime d'une injonction paradoxale. On peut pas à la fois dire aux gens, il faut respecter le contrat républicain et refuser le communautarisme, et je pense que c'est très important, et en même temps, quand il se passe quelque chose, dire globaliser comme si l'acte qui avait été commis au nom d'une communauté qui tout d'un coup apparaîtrait. Et moi je me rappelle du discours de Manuel Valls par exemple, à l'Assemblée nationale après les attentats, dire... Ah, vous l'avez jamais avalé celui-là. Non mais dire les juifs ont peur, les musulmans ont honte, comme si tout d'un coup on devait se définir comme juifs, ou comme si d'un coup on devait se définir comme musulmans, et si finalement les gens ne pouvaient pas raisonner comme des citoyens, qu'ils soient français ou étrangers, et dire, moi, comme individu, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Bon, Cherki, très bien, j'ai entendu votre préambule, c'est très intelligent. Là, je vais laisser passer ma petite minute de pub, et après, vous répondrez à la vraie question. Parce que, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le poids de l'immigration, alors qu'on aime l'immigration. Bon, alors, j'enlève la question poids. Mais non, mais je suis pas d'accord, mais je vais répondre à votre question. L'immigration, elle est à Vaux-en-Velin. Elle est en Seine-Saint-Denis. Elle est pas chez moi. Moi, j'habite dans le 8e arrondissement de Paris. Je vous assure, ma copropriété, elle n'a pas changé depuis 10 ans. C'est les mêmes noms sur les sonnettes. Mais Monsieur Brunet, les classes populaires n'ont jamais été dans les quartiers de riches. Non, ce que je veux dire, c'est pas des questions de quartiers. C'est pas une histoire de quartier de riches, c'est une histoire de répartition sociologique. Rachida Dati, elle habite dans le 7e. Mais quand la majorité de l'immigration, c'est les classes populaires, c'est dans les quartiers populaires. Toute l'immigration, quand il y a eu les Italiens, quand il y a eu les Juifs, quand il y a eu les Polonais, quand il y a eu tous les flux migratoires qui sont succédés, depuis la fin du 19e, ils ont toujours été en banlieue. Les mecs sont jamais. Sauf que maintenant, ils y restent. C'est ça qui est un vrai. Bon. Ça, c'est un problème de mobilité sociale, pas de culture d'immigration. On va en parler dans une seconde. À tout de suite, mesdames, messieurs. Je vous attends au 32-16 et je repasserai bien sûr le micro à Majid Oukacha également. À tout de suite. 13h, 15h, Radio Brunet prend le contrôle d'RMC. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Ah, c'est passionnant, mesdames, messieurs. Vous êtes pas là pendant les pubs, et pendant les pubs, on s'engueule et c'est bon. Aujourd'hui, le Brunet-Métry, le voilà. Les premières victimes des politiques migratoires sont les habitants des banlieues et les immigrés eux-mêmes. D'accord, pas d'accord d'ailleurs, une tendance? Oui, la première tendance, c'est 65% être d'accord avec toi, Éric. Malid Ouchaka. Majid, Ouchaka. Qu'est-ce que je dis? Ouchaka. Quoi? Majid Oukacha. Voilà. Essayiste, blogueur, auteur de Il était une fois FOI l'islam. Voilà. Pour faire clair, je le répète, il est issu de grands-parents algériens, il est totalement français, il a renoncé à être musulman et il a plutôt un regard de droite sur les politiques migratoires. Face à lui, Pascal Cherki, l'ancien maire socialiste du 14e arrondissement de Paris, ancien député socialiste qui roule aujourd'hui avec Benoît Hamon. Bon, juste une chose, les politiques migratoires ont échoué, enfin on est d'accord que ça, on parlait pendant la pub, on était en train de s'engueuler sur la France, machine à intégrer. On s'engueulait gentiment, fraternellement. Surtout la France, machine à intégrer, elle a intégré comme une dingue jusqu'aux années 80, 90, ça a bien marché. Et à un moment donné, à mon avis, la question est purement arithmétique. À un moment donné, on aurait dû faire des petites pauses dans les politiques migratoires pour intégrer ce qu'on n'arrivait pas à intégrer. À mon avis, la question, elle est pas philosophique, celle de l'immigration en France, elle est arithmétique. Pour moi, voilà. Et pas que, parce que pendant longtemps en France, on avait l'intégration par l'assimilationnisme, c'est-à-dire qu'il y avait une culture qu'on estimait être une culture française qui était dominante, qui devait dominer culturellement et moralement. Toutes les autres cultures, même les cultures des arrivants, ça crée une hiérarchie qui ne signifiait pas forcément que notre culture était la vraie, la bonne et que les autres étaient détestables. Oui. On est passé au multiculturalisme qui fait que toutes les cultures se valent, qui fait que la culture française, déjà, paradoxalement, n'existe plus. Majid, l'autre jour, une petite fille fille de copain, qui me dit, nous, des origines, on n'en a pas dans ma famille. Je trouve ça extraordinaire. Elle me disait dans la discussion, non mais j'avais jamais entendu. Nous, on n'a pas d'origine. La gamine, je sais pas, devait être de Loire-Atlantique ou de la Nièvre. C'est typique de la France où j'observe de plus en plus une haine de soi par rapport à sa francité. Je vois plus de drapeaux comme avant, comme on en voyait partout dans les rues. Je vois plus de fierté nationale de la part des jeunes Français. En 68, les jeunes blancs, gaulois, ils descendaient dans la rue en criant CRSSS. Bon, donc arrêtez de me dire que les gens ils ont toujours agité les drapeaux français.
c'est quoi cette affaire? La France, c'est pas, il y a jamais eu une monolithisme dans la pensée française. Au moment de l'affaire Dreyfus, vous avez la moitié de la France qui disait les Juifs dehors et l'autre moitié qui disait Dreyfus est innocent. On n'a jamais été un pays d'unanimisme. Donc arrêtons. Je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il dit. Fantasme d'une partie des gens qui se définissent comme musulmans sur une Nouma, une espèce de communauté fantasmée de l'islam. Il y a un fantasme d'une partie des gens qui rêveraient que la France ait toujours été un pays de cohésion nationale. Ouais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Regardez, attends, laissez Magid, mais après je vous repasse la parole, Pascal Cherki. Magid Oukacha, il est intéressant, parce que voilà un type qui fait partie, quand nos politiques parlent des immigrés, il fait partie des musulmans. Maintenant, vous avez remarqué, on dit les musulmans de France. Le pauvre vieux, qui est pas du tout musulman, qui est petit-fils, c'est vrai, qui est petit-fils d'Algérien, il fait partie dans le discours politique de cette vaste communauté que nos politiques appellent, d'ailleurs de gauche comme de droite, les musulmans de France, le pauvre vieux. Vous avez bien raison. Alors si vous le faites pas, vous avez bien raison, c'est insupportable. C'est insupportable. Je vais vous donner en partie raison. Moi, je suis le petit-fils d'un bouffeur de curé radical socialiste du Gers. Si mon grand-père savait d'abord que j'ai passé 2 ans dans l'école catholique, il serait malade, mais surtout que j'étais défini comme un catho. Il y a bien des pacifistes qui ont fait l'armée, monsieur. Il y a bien des pacifistes. Mais il serait malade. Alban Bertin, paysan gersois. Il serait malade. Donc c'est assez énervant. Bon, pardon, je vous rends la parole, Magid. Je veux bien donner raison à monsieur sur un point. C'est vrai qu'en période de crise économique, c'est plus simple de trouver des boucs émissaires. Effectivement, en France, on a des millions de chômeurs et beaucoup de mal logés, et c'est évident que c'est du côté des pauvres qu'il va falloir effectivement faire de la place aux arrivants. Et d'un point de vue effectivement arithmétique, c'est pas responsable de continuer à avoir les taux d'immigration qu'on a actuellement, tant en termes de regroupement familial qu'en termes d'immigration économique, qu'en termes d'immigration d'un point de vue humanitaire. Mais à côté de ça, il y a aussi une question d'ordre culturel. Moi, par exemple, j'observe qu'effectivement, la France a toujours été plusieurs communautés, pourquoi pas, mais il y avait une certaine cohérence culturelle. Et je pense qu'effectivement, l'islam en France, qui est un ordre culturel et politique qui prend de plus en plus de place, pose la question de la nature du type d'immigration. Je peux vous poser une question, je peux vous faire une réflexion. Bon. Quand vous regardez les travaux des démographes, moi je vous invite à lire par exemple les travaux de François Héran, qui a fait un livre très intéressant, Le destin des immigrés. Bon. Il vous montre quoi? Il y a une égalisation des taux de fécondation à la seconde génération. Parce que une des premières choses dont on dit dans le débat, c'est on va être envahi, on va modifier nos racines culturelles, etc. Les musulmans font 15 enfants. Mais c'est pas vrai. À la seconde génération, il y a une égalisation des taux de fécondation. Bon. Fécondité. Des taux de fécondité. Bon. Deuxième élément, vous regardez la France qu'on disait tout à l'heure en aparté. Moi, je constate par rapport aux États-Unis, c'est peut-être le pays au monde où il y a le plus de mariages mixtes. Bon. Pour qu'il y ait des mariages mixtes, il faut qu'il y ait volonté à un moment donné de cette mixité. Donc, c'est-à-dire que les gens ne se définissent pas d'abord par des identités culturelles. Qu'il y ait une partie de la population, et ça je suis complètement d'accord avec vous, on le constate tous, qui se soit rétracté sur ce que moi j'appelle des identités de consolation. Bon, et qui à un moment donné, pour des raisons qui sont multiples et qui pour moi ne sont pas des excuses, sont des constats. Bon, mais ça demanderait qu'on en débatte longuement. Se replie dans ce que j'appelle moi une communauté imaginaire. Bon, fantasmé. C'est une réalité. Vous faites un pas de côté, Cherki, c'est pas le sujet. Vous allez me parler du repli du petit blanc de 50 ans. Je parle pas du petit blanc. Je parle de tous les communautés imaginaires. Vous me parlez pas des tours. Moi, mon sujet, c'est les tours qu'il y a aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, qu'il y a aujourd'hui à Vaux-en-Velin, qu'il y a aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille, où on a déjà des types. Alors, on a eu des Algériens qui sont arrivés dans les années 60, qui ont sorti. C'est les politiques publiques qui sont interrogées. Oui, mais c'est un sujet. C'est un sujet. Pourquoi? Et moi, ces tours-là, il y a toujours des superpositions d'immigrés qui rendent la vie collective impossible. Comment intégrer des mecs dont les générations d'avant sont pas intégrées? Ça devient un bordel terrible. La question, elle est arithmétique. Intégrons les gens avant de faire venir de nouveaux migrants. Il y a 2 choses. Un, que les politiques publiques, ce qu'on appelle les politiques de peuplement, qu'on évite d'entasser, doivent être revus. Oui, ça fait des années que c'est réclamé. Et ça fait des années que la puissance publique ne se donne pas les outils pour le faire. Mais c'est pas politique, ça. Pourquoi vous voulez des politiques publiques? Mais non, mais monsieur Brunet, c'est très intéressant. Regardez, je vais vous opposer. Qui attribue les logements? Monsieur Brunet, qui attribue les logements? Mais non, mais vous voulez vous en sortir en envoyant les mecs à Neuilly, au centre de Marseille, au centre de Bordeaux. Parce que vous avez dit tout à l'heure une chose, monsieur Brunet, qui n'est pas, de mon point de vue, exacte. Vous avez dit, oui, mais il faudrait qu'on fasse une pause et tout. Et en fait, c'est la thèse qui consiste à dire, on ferme les vannes momentanément. Non, on ferme pas les vannes, mais on diminue quelque peu. Momentanément, et on concentre tous les moyens sur l'intégration de ceux qui sont déjà là. Oui. Mais on les a diminués, monsieur Brunet. Je veux dire, le solde net en France, entre le nombre d'étrangers qui ont un titre de séjour et ceux qui partent et ceux qui décèdent, il est très faible, il est moins de 150 000 personnes. Oui, mais il y a près de 100 000. Il y a beaucoup de Français qui sont expatriés. Attendez, moi, et juste je terminerai là-dessus. Je vous invite à réfléchir à un élément.
Si la France demain dit, allez hop, on serre les vannes de partout, et on prend finalement que les doctorants qui nous intéressent des pays du Sud, parce que c'est ce qu'on fait. Ce que fait le Canada, c'est pas une dictature, c'est ce que fait le Canada, c'est pas une dictature. Oui, mais la France est la différence entre le Canada et la France, c'est que la France prétend avoir un rayonnement mondial, et que nous avons aujourd'hui plus de 2 millions de Français inscrits sur les registres consulaires, c'est-à-dire qui sont officiellement recensés à l'étranger, et quand vous discutez avec l'INSEE, ils vous disent, comme tous s'inscrivent pas sur les registres consulaires, on en a entre 3,5 millions et 4 millions potentiellement à l'étranger. Oui. Donc si vous commencez à dire à toute une série de pays, bon, on prend plus vos types, voilà, c'est terminé maintenant, sauf les bacs +5 qui nous intéressent ou quelques personnes très friquées qui vont investir. Mais vous croyez qu'à terme, il va pas y avoir un problème pour... Non. Je pense que ça ira mieux. Il y a quelques années. Je pense que ça ira mieux comme les Canadiens. Les Canadiens, il n'y a pas besoin de 10 générations pour intégrer. Mais monsieur Brunet, ils prennent que les médecins, des ingénieurs. En 2 mois, les mecs sont intégrés. Le Togo, dont on peut pas, qui a toujours été un pays qui a eu des relations d'extrême proximité avec la France. En plus, qui était dirigé par un dictateur qui était plutôt, à mon avis, bien en cours et bien protégé. Ouais. À la fin des années 90, les Togolais ont tellement été excédés par la politique de visa qu'on demandait aux étudiants togolais quand ils venaient en France, qu'ils se sont mis à faire des visas pour que les Français aillent au Togo. Ouais. Donc, si nous avons une politique en disant maintenant vous dégagez, vous venez plus, on vous trie, machin, etc. et tout, au-delà de ce que peut être une politique normale de flux, mais vous avez des pays qui prendront des mesures de rétorsion par rapport à nos propres compatriotes pour des raisons d'unité nationale. C'est l'immigration choisie. Tous les mondes anglo-saxons pratiquent l'immigration choisie. Mais on le fait déjà, monsieur Brunet. Je suis pas d'accord. Majid Oukacha, est-ce qu'il faut diminuer les flux migratoires en France? Oui, je vais répondre à ces différentes remarques pour beaucoup qui sont des statistiques qui peuvent être souvent trompeuses. D'abord, un point sur ce qu'on peut appeler l'islamisation de la France. On revient un siècle en arrière, en 1918, il y avait 0 mosquée en France. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers dans tous les départements, même dans les endroits les plus pittoresques autour du Pays Basque ou en Corse. Donc déjà, l'idée comme quoi, à rebours d'ailleurs de nos populations autochtones en France, qui au cours du XXe siècle sont devenues de plus en plus sécularisées, de plus en plus scientistes. On a des populations musulmanes qui sont de plus en plus croyantes, de plus en plus pratiquantes. Deuxièmement, vous parlez de ghettoisation, mais en fait, il y a une ghettoisation dans les deux sens. À la fois, il y a des gens concentrés, mais il y a surtout des Français qui fuient des quartiers dans lesquels ils ne se sentent plus à leur place, où il y a un ordre culturel dominant majoritaire qui fait une allégeance à d'autres types de mœurs culturelles. Je pense notamment à des quartiers islamisés en France. Je m'excuse de peut-être dire des choses qui vont peut-être vous choquer, mais par exemple, en France, j'ai jamais entendu une Française, peu importe qu'elle soit de souche ou pas, dire j'ai peur de me balader en jupe la nuit dans un quartier qui au final s'avère être un quartier catholique, juif ou bouddhiste. C'est toujours dans des quartiers à dominante culturelle islamique. Même si la majorité de nos compatriotes musulmans sont des gens tout à fait pacifistes et qui ne posent aucun problème, il y a des types de population, des types d'immigration qui posent des problèmes peut-être plus qu'ailleurs. Laissez-le terminer, Majid. Vous pouvez pas dire, Majid, la majorité de nos compatriotes musulmans, il n'y a pas de problème, et puis dire, donc ça veut dire que c'est le fait d'une minorité, et après si c'est le fait d'une minorité, vous pouvez pas dire qu'il y a des types d'immigration qui posent problème. Si, je vais le dire, et il y a un aspect purement qualitatif que peut-être vous ne voulez pas voir. Il y a, je prends des exemples tout bêtes, mais par exemple, il y a des pays qui n'ont jamais importé massivement l'islam, comme le Japon ou la Hongrie. Moi, je leur conseille jamais d'avoir la politique migratoire de la France qui consiste à importer massivement l'islam sur son territoire, qui est une politique, une culture importée d'extérieur. Bien sûr que si. L'islam, mais même si j'emploie une métaphore économique, que vous le vouliez ou non, l'islam ne fait pas partie de l'histoire millénaire de la France, qui a été catholique puis laïque derrière, et l'islam surtout est un modèle culturel, qui est contraire aux idéaux libertaires et aux idéaux égalitaires du monde occidental. Donc en plus de l'incongruité c'est le principe de toutes les religions, c'est le principe de toutes les religions, sauf que dans nos rapports avec le catholicisme en France, vous croyez que les rapports entre la société française et le catholicisme ont été des rapports simples? Ouais, mais là on est en 2018. C'est très facile. Oui, c'est très facile de revenir toujours dans le passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne convoquez pas le Moyen Âge. Mais non, je parle pas de ça. Je parle du fait que, bien évidemment, vous avez toujours des rapports complexes dans une société démocratique qui se veut de plus en plus démocratique et de plus en plus républicaine, avec l'affirmation d'une religion qui n'est pas sur la même temporalité, qui ne fonctionne pas de la même manière. Donc il y a des rapports de confrontation, de friction, et il y a des rapports à un moment donné de domestication du fait religieux. Qu'il faille avoir ce comportement par rapport à l'islam comme on l'a eu par rapport aux autres religions, bien évidemment. Bon, mais après, il faut aussi le rapport de domestication et par rapport à une religion n'est pas la négation du fait religieux. Je vais vous dire, moi, j'entends sur la question de la multiplication des mosquées.
Bon, il peut y avoir un fait où vous avez une partie. Et bien dans ce cas-là, c'est difficile de nier l'islamisation de la France. Une partie de ceux qui sont musulmans qui revendiquent cela comme une foi de manière militante, de plus en plus d'ailleurs, militante. Et vous avez aussi le fait que vous avez une partie des musulmans. Cherki, et ils ont raison de dire on veut plus prier dans les caves. Cherki, vous m'avez pas répondu. Donner des lieux de culte de qualité. C'est aussi une manière à un moment donné de banaliser le fait religieux. Cherki, vous m'avez pas répondu, moi pardon, je vais vous sembler obsédé sur le fait urbain, mais je continue à dire qu'il est absolument déprimant, désolant, navrant, triste qu'il y ait des patelins, des centaines de patelins en France où j'ai pas du tout envie d'aller, où j'ai pas du tout envie que mes filles aillent et où j'ai pas du tout envie d'habiter. Parce que la France des années 60, elle n'aurait pas dû être changée par le fait migratoire. On aime la migration, l'immigration en France. On l'aime, on la pratique depuis toujours. Mais l'immigration ne doit pas changer la nature de nos patelins, ou un peu, ou progressivement, ou gentiment. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des coins du 9-3, il y a des coins de la région lyonnaise, des coins de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, dans lesquels vous et moi n'avons pas envie d'aller, Cherki. Il est là le problème. Et vous pouvez pas vous en tirer en disant, oui, c'est les politiques de la ville, c'est les politiques. Les élus, il y a des élus de taux de fécondité, ça n'a rien à voir. Je parlais des constantes. Après, je pense, moi, que je vous ai dit tout à l'heure, Éric Brunet, qu'il y avait une défaillance sur les politiques publiques. Je suis d'accord avec vous, ce qu'on appelle les politiques de peuplement. Après, je pense que cette question se pose de manière avec une plus grande acuité maintenant, parce que vous avez eu un développement de la ghettoisation, et ça c'est le produit de la crise, de la crise. Ghettoisation dans les deux sens. Il y a aussi des Français qui sont obligés de fuir des endroits parce qu'ils ne se sentent plus à leur place. Mais bien sûr. Et on peut pas demander à des immigrés de s'intégrer s'ils arrivent dans des endroits où ils retrouvent l'islam dominant dans la société, dans la vie publique. Très juste. Au quotidien, on peut malheureusement pas leur demander de s'intégrer. L'islam de mes grands-parents, de mes ancêtres qui arrivaient en France dans les années 50-60, ils faisaient profil bas, ils arrivaient dans une société où ils devaient s'intégrer. Aujourd'hui, la France ne propose plus de modèle d'assimilation. Aujourd'hui, la culture française, c'est juste un communautarisme parmi d'autres. Et tout à l'heure, vous avez fait un faux lapsus. Vous avez dit la société américaine ressemble à la société française. Malheureusement, de plus en plus, puisqu'aujourd'hui en France, les gens se séparent, la classe moyenne disparaît, et aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus un phénomène de polarisation et de ghettoisation. Ça, c'est pas dû à l'immigration. La disparition de la classe moyenne, elle n'est pas due à l'immigration. Réponse de Pascal Cherki dans une minute, mesdames, messieurs. On se retrouve après ça. Le développement des États. RMC, Radio Brunet. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. 14h42, les premières victimes des politiques migratoires incertaines sont les habitants des banlieues et les immigrés eux-mêmes. Vous êtes... Eh bien, ça augmente en ta faveur, Eric. 69% pensent que les premières victimes des politiques migratoires sont les habitants des banlieues et les immigrés eux-mêmes. Ça, je suis d'accord, moi. Salem, tu vois, on est d'accord. Salem, les Mureaux, Yveline, il a fait le 32-16. Cher Salem, bonjour. Salut Eric, salut à toute l'équipe. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très très bien, écoute, très très bien. Débat très animé. Avec gros débat pendant les pubs. J'adore, on n'arrive pas à s'arrêter. Mais courtois et cordial. Salem, d'accord avec cette idée que les premières victimes des politiques migratoires sont les immigrés eux-mêmes qui sont en banlieue. Enfin, voilà, l'idée est simple, hein. Écoute, j'étais complètement d'accord avec toi et je le suis toujours sur ce débat. Sauf que quand je vois le débat qui s'est développé autour de la table, on en termine à l'islam. C'est un truc de grand malade. Ça m'a fait sauter. Je pensais qu'on allait parler de la problématique politique française et que effectivement les politiques depuis des décennies utilisent l'immigration à des fins purement électoralistes afin de faire en sorte aujourd'hui on se retrouve avec un Front National qui est l'équivalent du LR et qu'aujourd'hui tout le monde essaye de surfer sur l'immigration pour justement gagner des élections et faire en sorte que dans les banlieues rien ne change et rien n'a changé depuis même 2005, depuis les émeutes de banlieue, rien n'a changé. Au contraire, on a continué à stigmatiser et les attentats qui sont arrivés ont amplifié tout ça et on était dans un débat qui était comme celui-ci et on a terminé vos dernières phrases, c'était avec Monsieur Magid, je me suis amusé à dire tout à l'heure Magid Zemmour, mais c'est presque ça, qui disait qu'il y avait trop de mosquées. Excusez-moi, cher Magid, si vous n'êtes plus musulman, vous avez le droit, et je respecte votre
votre décision de ne plus d'être athée ou même d'avoir par l'islam, oui. Exactement. Mais la différence, cher monsieur, effectivement, il n'y a peut-être pas assez de lieux de culte décents pour les musulmans pour avoir une pratique de la foi convenable. Point barre. À partir de là, dire qu'il y en a des milliers. Vous prenez une ville comme le Valois, il y a 3 ou 4 synagogues, ça pose des problèmes à personne. Il y a au Maroc des églises et il continue à en avoir, ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas aujourd'hui stigmatiser et mettre en conflit les religions les unes contre les autres. J'entends, mais je trouve que là tu as un discours un peu standardisé, politiquement convenable. Écoute mes arguments. Nos banlieues ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Alors je pense, mais c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai la conviction que si nous avions accueilli un peu moins d'immigrés, et si nous avions des politiques rationnelles qui disaient avant d'ouvrir les vannes l'année prochaine ou dans 2 ans, essayons d'intégrer ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Si on avait fait les choses progressivement, s'il y avait eu dans la tour où habite telle personne, s'il y avait eu encore des gamins qui étaient de Sologne, de Bretagne, n'est-ce pas, d'immigration intérieure, qui étaient là pour accueillir l'Algérien ou le Marocain, pour lui dire voilà ton club de foot, il faut que tu ailles faire jouer tes gamins dans ce club-là. S'il y avait eu ça, putain, il y aurait zéro problème. On serait pas en train de s'engueuler. Eric, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu connais bien ma position. Mais le problème, c'est la faute à qui? Qui attribue les logements? Qui envoie ces immigrés qui arrivent ou qui sont arrivés dans ces quartiers publics? Je suis d'accord. Les politiques publiques. Donc à partir de là, et quand tu as un enfant issu de l'immigration avec des diplômes, c'est-à-dire que tu es français, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Moi, tu prends mon cas, je suis français. Je veux prendre un logement. Allez, je vais aller dans le 16e en location. Et excuse-moi, mon dossier ne passe pas. C'est pas vrai. Eric, quand tu seras à ma place, tu pourras me dire que c'est pas vrai. Moi, je l'ai vécu personnellement. Non, écoute, moi j'habite dans un joli quartier, je peux te dire qu'il y a que des Français issus des immigrations récentes qui ont du fric, parce que je suis dans un quartier, on va dire, bourgeois. J'en ai peut-être moins, alors, dans ces cas-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Tous les tests qui ont été faits dernièrement, même au niveau institution bancaire, même les banques. Moi, je crois que le racisme dans ce pays, il est plus social qu'autre chose, par l'argent. Non, pas forcément. Pas forcément, et tu sais très bien, puisqu'il y a eu des testings, et les Français, avoir un voisin de palier black, si c'est Barack Obama, ils sont heureux. Tu as vu ce que tu viens de dire? Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que le racisme, c'est Barack Obama. Mais c'est le racisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le racisme, pour moi, il est plus souvent social que lié à la race ou à la culture. Mais bon. Le problème aujourd'hui, le problème de 2018 en France, le racisme, il est médiatique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des discours qui sont complètement décalés de la réalité de la vie, avec des politiques et des phénomènes médiatiques qui stigmatisent automatiquement. Et d'ailleurs, tu l'as vu dans ton débat, tu es parti d'un postulat, on est arrivé à l'islam. Et aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui, la religion musulmane en France, quand un Thierry Mariani qui dit le problème c'est l'islam, on se retrouve même plus avec l'islam radical ou avec l'islam. Salem, juste une chose. Parce que ce qui m'intéresse, c'est parce que moi j'ai la conviction que si j'étais aujourd'hui un Français issu d'une immigration du Maghreb, j'ai la conviction que je plaiderais quand même, malgré mes origines, on va dire, pour une maîtrise plus rigoureuse des flux migratoires. Si tu veux, Salem, c'est que j'en ai un peu marre. Écoute-moi, je vais terminer. Tu vois aujourd'hui. C'est une obsession chez vous, Monsieur Brunet, la maîtrise des flux migratoires. Mais ils sont maîtrisés dans ce pays. Non, absolument pas. Non, je suis pas d'accord. Ils sont pas maîtrisés. J'aurais dû dire une chose, Salem. Finalement, en fait, vous participez un peu aussi. C'est étrange parce que vous avez dit, par exemple, il y a des politiciens de gauche ou des gens comme vous qui parlaient de besoin de lieux de culte décents. Pour moi, l'État français devrait juste s'occuper de ce qui est l'ordre du besoin physiologique. Les humains ont besoin de boire, d'uriner, de manger, d'éternuer. On n'a pas besoin de mosquées. Si des gens sont pas contents qu'ils prient chez eux le vendredi, s'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de mosquées en France, ils vont s'expatrier dans un pays musulman et prier dans une mosquée. Ça devrait même pas exister la phrase besoin d'une mosquée. On n'a pas besoin d'une mosquée. Pour moi, une mosquée, c'est un loisir. Je peux pas dire une chose pareille. Je veux dire, on a une loi. Alors toi, t'es pour l'abrogation de la loi 1905. Non, pas du tout. Mais attends, dans la loi 1905, toutes les églises construites après 1905 sont prises en charge par la puissance publique. Sont prises en charge, non, par les collectivités. Non,
celles après 1905 sont prises en charge par le culte lui-même. Ah oui, celles qui 1905, sont construites après, oui, d'accord. Donc si je suis ta logique, mais pourquoi pas, ils se débrouillent pour entretenir Notre-Dame. Malheureusement ou heureusement, combien ça nous a coûté la rénovation, mais il faut le faire aussi, c'est aussi une dimension patrimoniale, mais c'est aussi un lieu de culte. Le Saint-Sulpice, plus de 100 millions d'euros. D'accord, mais c'est pas, la France n'a pas été un royaume musulman, c'était un royaume catholique. J'y peux rien. Moi, je m'en fous que c'était un royaume depuis la Révolution française. Pour moi, oui, vous faites une espèce d'égalitarisme. En gros, vous me dites qu'il faudrait traiter le christianisme de la même façon que l'islam des deux côtés. Je suis désolé, historiquement, en 1905, quand il n'y avait pas encore de mosquée en France, il y avait des églises partout. Je suis désolé. Je suis agnostique, j'ai pas de religion. Ma conception de la laïcité consiste à dire que toutes les religions doivent être traitées de la même manière. Et avec cette excuse-là, demain on mettra des jours fériés musulmans. En fait, si on veut faire ça, on déchristianise la France et on augmente le niveau d'islamisation jusqu'à arriver à un niveau égalitaire d'un point de vue culturel entre ces deux religions. Je te parle du régime juridique. On doit traiter de la même manière. Et d'ailleurs, une des difficultés qu'on a dans la relation avec le culte musulman, ce n'est pas la seule, c'est que la loi de 1905 était une loi qui a été mise en place à l'époque où les deux grandes religions, enfin la principale religion monothéiste était le catholicisme, avec aussi le christianisme avec sa variante protestante, et qu'il y avait un concordat, en fait, qui a été fait à partir de Napoléon avec le judaïsme. Bon. Il n'y avait pas d'islam en France. Maintenant qu'il y a l'islam, on peut dire, qui se débrouille, on s'en fout, etc. Deuxième religion de France. Comment on le traite? On doit le traiter de la même manière. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. D'ailleurs, vous avez de plus en plus d'élus de gauche ou de droite, généralement des gens qui sont des maires, qui disent nous on aimerait bien faire évoluer la loi 1905 pour pouvoir... Oui, et comme par hasard, ce sont des maires qui gèrent des villes où il y a des populations musulmanes. Malheureusement, aujourd'hui, l'islam est géré d'un point de vue électoraliste, qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Et en plus, il ne faudrait pas qu'on dévie du sujet, parce que moi, je parle l'islam en tant que symptôme, pas en tant que cause de quelque chose. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'islam dans des pans entiers de notre territoire, qui sont d'ailleurs fuis par des autochtones, en soi, c'est bien une preuve comme quoi l'immigration a été très mal gérée dans ce pays, et que là où avant on avait une relative unité, vous savez, des immigrations par exemple comme des champs civilisationnels proches comme Portugal, Italie, Pologne, qui ont fourni des millions de migrants ou d'immigrants en France, il y avait quand même une proximité culturelle avec nos autochtones. Mais aujourd'hui, l'immigration islamique n'est pas la même. Les Asiatiques, pas forcément. Oui, mais comme je vous ai dit au tout début, bizarrement, on ne se pose jamais la question de leur intégration ou de leur niveau de patriotisme, tellement ils sont discrets, tellement ils n'agitent pas de drapeau après chaque victoire de l'équipe locale. Oui, mais attendez, sauf que l'immigration musulmane, faut dire une chose, elle a été brutale au sens... Moi, j'ai une partie de ma famille qui est de confession juive. Donc, je vais en parler une chose. Est-ce que tu sais, aujourd'hui, dans les enfants, on va dire, qui se réclameraient du judaïsme, moi, je m'en réclame pas, mais qui s'en réclameraient. Bon, scolarisés. C'était encore une étude qui avait été faite. Sûrement pas dans le 93. Attends, t'en avais 90 000. T'en avais 90 000. Un tiers dans l'école publique. Un tiers dans des écoles privées catho, et un tiers dans des écoles privées religieuses juives. Il y a plus de 300 écoles juives en France pour 90 000 personnes. Tu sais combien il y a d'écoles confessionnelles musulmanes? Beaucoup moins. Publiques. Bon, la majorité, ils vont soit dans l'école privée catho, soit dans les écoles publiques de la République. Donc arrête cette obsession sur l'islam. Messieurs, on va refaire ce débat. On va refaire ce débat. Pascal Cherki, ancien député socialiste, ancien maire du 14e arrondissement. Majid Oukacha, essayiste, blogueur et auteur de Il était une fois FOI, l'islam. Merci messieurs, c'était passionné, c'était iconoclaste, c'était inattendu, mais je trouve qu'on a brassé pas mal de choses. Merci beaucoup.